Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car je vais vous faire un compte rendu de la conférence de stratégie et de Webedia sur l'e-sport qui s'est déroulée le 2 février à l'Elyséeum dans le 8e arrondissement de Paris. 2h30 de conférence, je vous le résume en moins de 10 minutes. Alors avant toute chose, vous devez savoir que cette conférence s'adresse aux marques qui s'intéressent à l'e-sport. Il y a donc de l'explication, de la vulgarisation, et le regard sur l'e-sport est expliqué en tant qu'entreprise plutôt qu'en tant que particulier, comme on a l'habitude de le voir. Le maître de conférence commence par introduire l'e-sport auprès de l'auditoire en expliquant qu'il est différent des disciplines sportives car constitué de sociétés privées, notamment des éditeurs. Il lie également l'e-sport au sport et à l'activité physique, ce qui lui permet de crédibiliser le phénomène. Pour débuter cette conférence, quelques chiffres sont mis en avant pour définir l'e-sport. C'est Corinne Coutet, rédactrice en chef chez JDLI, qui s'en charge. Attention, il y en a beaucoup, n'hésitez pas à faire pause pour être sûr de suivre. Tout d'abord pour le jeu vidéo en général, et ensuite pour l'e-sport, ce qui est très bien, car il faut une distinction essentielle entre les deux pratiques. En 2000, 20% des Français jouaient régulièrement, contre 52% en 2016. Aujourd'hui, 70% des Français jouent au moins occasionnellement, c'est-à-dire environ 34 millions de personnes. A savoir que le jeu vidéo est la deuxième industrie culturelle après le livre, ça souligne l'importance du marché. Le profil d'un joueur se caractérise comme ceci. L'âge moyen est de 34 ans, 54% d'hommes pour 46% de femmes. Cette personne est à 61% sur console de salon, à 59% sur PC et à 50% sur smartphone, sachant que des joueurs peuvent jouer sur plusieurs plateformes évidemment. Le marché français du jeu vidéo représente 2,87 milliards d'euros, et FIFA et Call of Duty sont les jeux les plus vendus avec plus d'1 million d'exemplaires pour les deux. Vient ensuite l'e-sport, distinct du jeu vidéo. Les jeux favoris dessus sont League of Legends, Counter-Strike, Overwatch et récemment FIFA. Son public est composé de 7,5 millions d'intéressés en France selon Webedia, et en Europe il serait partagé entre 78% d'hommes pour 21% de femmes. Les principales équipes françaises sont par exemple Vitality, LDLC et aujourd'hui l'IPSG, et le principal diffuseur Twitch. En 2016, l'e-sport en France a connu un revenu de 46 millions d'euros selon Newzoo, et chaque spectateur génère 13,3 USD par an selon Superdata. Seulement, l'audience est difficile à mesurer car les chiffres vont de dizaines de milliers à plusieurs millions selon les marchés, les jeux et les études. Après ces chiffres, c'est au tour de Gilles Dumas, coprésident de Sportlab, de présenter l'étude qu'il a menée en juin 2016 concernant l'e-sport. Il souligne également que pour lui, l'e-sport est un sport à part entière. Il commence par définir les cibles de l'e-sport, qu'il divise en 4 populations. Les gamers, imprégnés du jeu qui s'intéressent aux compétitions car cela leur permet d'apprendre, les exposés qui suivent l'e-sport de près sans pour autant jouer, les compétiteurs évidemment, et les prospects qui suivent de loin les compétitions, c'est-à-dire des parents ou des amis de joueurs. La cible est donc masculine, plutôt parisienne car beaucoup de tournois se déroulent à Paris et se situe entre 15 et 24 ans. A savoir que le grand public a accéléré le développement de l'e-sport sur FIFA, qui a pris le rôle de plateforme entre le grand public et l'e-sport. Cela permet une cible potentielle plus large qu'auparavant. Vient alors les valeurs de l'e-sport, qui sont sûrement les informations les plus importantes à retenir pour les entreprises. Ces valeurs symbolisent ce que l'e-sport représente pour la communauté. Celle-ci est au centre du phénomène et est la cible à conquérir pour les entreprises. Les voici. On a donc 40% de spectacle, 38% de performance, 37% de plaisir, 36% de stratégie, 33% de sport et 26% de fair play. Les attentes de la communauté par rapport aux partenaires sont également intéressantes. Elle préfère un accès au grand public plutôt qu'un soutien financier. Ça prouve le besoin de reconnaissance que la communauté réclame depuis quelque temps. Les points clés à retenir sont donc que la communauté veut faciliter l'accès à la culture du gaming, promouvoir l'e-sport et encourager l'accès à la compétition. Seulement, et c'est un point extrêmement important, les sponsors doivent s'inscrire dans le respect des fondamentaux de la communauté. Troisième partie de cette conférence, l'interview de Domingo, plus grand streamer français, commentateur League of Legends et co-animateur sur Being Sport, avec comme sujet le b.a.-ba de l'e-sport. Premier point à aborder, et plus important que ce que l'on pense, on dit l'e-sport, pas le e-sport. C'est comme si on disait le email, c'est faux et ça témoigne d'une distance entre la communauté et les acteurs extérieurs qui n'y connaissent pas grand chose. Il a ensuite briefé rapidement l'auditoire sur les éléments à connaître dans l'histoire de l'e-sport, c'est-à-dire que l'e-sport s'est découvert avec des jeux comme Quake et StarCraft dans les années 90, ce sont des références historiques, et Call of Duty est la référence console de l'e-sport quand LoL l'est sur PC aujourd'hui. Vient ensuite une table ronde avec comme sujet comment les marques peuvent investir sur le marché. Pour cela, 4 intervenants, spécialistes du domaine.
Florent Houzeau, directeur de rédaction chez Being Sport, Raoul Lebel, directeur commercial chez Webedia, Diane Ollier, partnership et community manager chez Alloresto, et Louis Perrin, directeur de segment grand public chez HP Omen. Chaque intervenant a témoigné de la manière dont elle s'imprègne du marché. Premièrement, Diane Ollier d'Alloresto explique que la communauté est très fidèle aux marques qui s'intéressent à l'e-sport, encore plus quand elles n'ont rien à voir avec. Elle souligne que le contact avec la communauté est primordial. Pour elle, quand on fait un projet e-sportif, il faut savoir en quoi ça va être pertinent pour la communauté. Si ça ne l'est pas, ça ne marchera pas. Louis Perrin, de HP Omen, précise que l'on sort complètement du système traditionnel de la communication. On doit participer au phénomène et faire attention à ce qu'on dit, car la communauté aime qu'on s'intéresse à elle, mais est très susceptible. Raoul Lebel de Webedia, c'est-à-dire l'entreprise principale de rassemblement dans le sport électronique en France, ajoute que chaque jeu a une communauté différente. Même si certaines personnes jouent à plusieurs jeux, quand on investit sur FIFA, on ne touche pas la même ambiance que si on investit sur LoL. Enfin, Florent Houzeau de Being Sport termine en disant que pour lui, l'e-sport c'est un sport et qu'il a la même place que les autres sports. Ils ont ensuite discuté de plusieurs points. Tout d'abord, est-ce que l'e-sport doit se développer encore plus vers le grand public ? Pour les marques, il est évident que oui, car il y aura beaucoup plus de cibles potentielles. D'ailleurs, en 2020, lors des JO à Tokyo, l'e-sport sera en sport de démonstration. Cependant, il ne faut quand même pas oublier que l'e-sport est un marché de droits privés. Ainsi, avec une plus grande ouverture, la concurrence pour ces droits sera d'autant plus forte, c'est donc tergiversé. Ils ont rapidement parlé des dons que les streamers reçoivent de la part des spectateurs. C'est une partie intégrante de la communauté et c'est un modèle économique formidable, car le public fait vivre un streamer pour son propre plaisir. C'est un modèle qui paraît instable et qu'on peut reprocher à l'e-sport quand on connaît le sport. Mais les sports veulent que l'e-sport intègre leur code d'organisation, c'est-à-dire avoir une fédération nationale et globale, des tournois nationaux, etc. Seulement, l'e-sport marche, juste différemment. Pour terminer, la conférence a accueilli Bruce Granek, quadruple champion du monde de PES et FIFA. Après 10 ans de carrière, il est aujourd'hui commentateur sur Being Sport de la Orange e-League 1. Pour lui, la vie d'un joueur dépend énormément du jeu pratiqué. Sur League of Legends, les équipes vont jusqu'à 10 heures d'entraînement par jour, tandis que sur FIFA, il se suffisait avec 2 heures par jour. Il a terminé en rappelant encore une fois que les joueurs attendent des sponsors qu'ils soient respectueux des valeurs de l'e-sport. On arrive donc à la fin et j'espère vraiment vous avoir informé suffisamment. Ce que je vous retransmets n'est en aucun cas un compte-rendu officiel. Je l'ai fait dans l'unique but d'aider quiconque voulait s'y intéresser et n'a pas pu y assister ou encore voulait découvrir le monde de l'e-sport sous un point de vue différent. Merci à vous de m'avoir écouté et à bientôt.